Merci, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette présentation qui tourne en effet autour de thèmes que j'ai abordés dans des articles précédents dans la thèse, à savoir la destruction de Carthage en 146 avant notre ère, mais que j'avais abordé sous un angle différent, qui était celui de l'étude du développement du conflit même de la Troisième Guerre punique, qui a mené à ce moment crucial, fatidique de 146. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'était d'alterner, de changer la focale pour analyser plus en profondeur cet épisode survenu au printemps 146. Donc, affirmer que la prise de Carthage survenue en mars ou en avril 146 a marqué un point tournant, est un point d'inflexion dans l'histoire de la Méditerranée occidentale et dans le développement subséquent de l'impérialisme romain relève, selon moi, de l'euphémisme. Au terme d'un siège qui s'est échelonné sur 3 longues années, 149-146, Rome a réaffirmé de façon brutale la suprématie militaire qu'elle avait acquise au lendemain de grandes batailles telles que la bataille de Zama en 202 avant notre ère, qui a mis un terme à la Deuxième Guerre punique, ou la bataille de Magnésie du Sipyle, 189, qui met un terme à la guerre antiochique en Asie. Et ces 2 batailles qui avaient donc fait de la cité latine de Rome la seule grande superpuissance du système méditerranéen qui était désormais en voie d'impérialisation. Le sac de Carthage, conduit par les troupes de Scipion Émilien, fut sans aucun doute une expérience traumatisante pour la population civile, qui fut la première victime collatérale des combats et dont les survivants furent déracinés, livrés à l'esclavage au lendemain de la chute de la métropole punique. Cependant, nous ne devons pas sous-estimer les impacts de ces combats acharnés sur les légionnaires romains eux-mêmes engagés sur le terrain des opérations. Le visage de la bataille antique, pour employer une expression popularisée dans les années 1980 par l'historien britannique John Keegan, donc le visage de la bataille antique a dû revêtir un aspect à bien des égards exceptionnel dans une ville de la taille de Carthage, mise à rude épreuve après 3 années de siège. Si les historiennes, les historiens ont bien étudié les caractéristiques de l'art de la polyorcétique ancienne, l'art de mener, conduire un siège, dont les traités mettent bien souvent l'accent sur les constructions défensives et les moyens pour une armée assiégeante de les neutraliser, on peut porter une attention particulière à la nature des combats qui prennent place intramuros, à l'intérieur de la ville, une fois que les assiégeants en ont franchi l'enceinte. Ce tropisme dans les sources anciennes, tourné vers les enceintes défensives de la ville, peut sans doute s'expliquer par l'importance symbolique que revêtait un mur pour une cité, son édification étant sans doute la plus importante dépense que pouvait engager la communauté pour assurer sa survie en tant qu'entité politique autonome. Son importance est mise en lumière, par exemple, dans la politique d'Aristote, tout comme chez Thucydide, pour qui la fortification était l'une des principales assises de la puissance d'une cité. Il n'est donc pas surprenant de relever, à l'époque classique, de nombreux exemples de puissances hégémoniques qui imposèrent la destruction des fortifications de cités vaincues ou au contraire empêchèrent l'édification de nouvelles murailles chez une cité adverse. Or, prendre d'assaut une fortification ou assurer la défense efficace d'une muraille est une chose, pacifier une ville dans les dernières heures d'un siège en est une autre. Il s'agit donc de 2 moments distincts de la prise d'une ville qui correspondent à 2 types de combats. Les publications récentes dans le domaine de la stratégie militaire, nourries en particulier par les guerres d'Afghanistan, les guerres d'Irak, offrent une riche littérature scientifique à même de nous fournir certains outils de recherche, certains outils heuristiques pour nous aider à mieux circonscrire les caractéristiques de la guerre urbaine. Malheureusement, les événements dramatiques qui sont survenus en Ukraine depuis le début de l'année 2022, avec leur lot de destruction, notamment lors des sièges des villes de Kiev ou de Marioupol dans les premiers temps du conflit, sont venus rappeler avec acuité l'importance de ce phénomène qu'est la guerre urbaine. Encore plus récemment, l'embrasement du conflit israélo-palestinien et le siège dramatique de la bande de Gaza, une enclave de plus de 2 millions d'habitants, où vivent sur un territoire de 360 km²
je l'ai dit, près de 2 millions d'habitants, avec une concentration urbaine de 5 500 personnes par kilomètre carré, ce qui en fait une des concentrations urbaines les plus denses au monde, montre bien les dangers et la nature spécifique de la guerre en milieu urbain. L'histoire est toujours contemporaine et l'actualité récente nous donne malheureusement matière à réflexion. Donc, cette courte présentation cherchera donc à circonscrire d'une part la nature particulière de la guerre urbaine, contemporaine et ancienne, afin de nous permettre de mieux apprécier la nature des combats qui se sont déroulés entre les murs de Carthage en 146 et qui furent notamment décrits avec force images par Appien dans son livre africain, qui s'appuyait sans doute sur le récit d'un spectateur des événements, un témoin oculaire des événements, l'historien grec Polybe, qui accompagnait les troupes de Scipion Émilien. La nature distincte du champ de bataille urbain et son environnement sensoriel ont très certainement contribué à faire de cette bataille cruciale de 146, de cette bataille cruciale qui marque la fin de la Troisième Guerre punique, une expérience extrême, tant pour les soldats engagés sur le terrain que pour la population carthaginoise prise au piège de la ville. De plus, il me semble que cette réflexion sur la nature de la guerre urbaine nous permettra de nuancer aussi le portrait du légionnaire romain, encore présenté par certains collègues comme une machine à tuer ou encore un violeur complètement immunisé contre le spectacle des massacres de masse. Sans remettre en question le caractère brutal de la conquête romaine et de la pratique militaire à l'époque hellénistique, une meilleure appréciation des ressorts psychologiques du combat nous permettra d'approfondir notre connaissance sur les causes de la supposée brutalité romaine qui s'est indéniablement exprimée lors de la chute de Carthage. Donc, les stratèges et les politologues spécialistes des questions de sécurité ont bien compris la nature particulière de la guerre urbaine. Un politologue, Anthony King, de l'Université de Warwick, en a récemment offert une définition succincte dans une étude parue en 2021, Urban Warfare in the 21st Century. Ce qui caractérise avant tout cette forme de combat est la géographie dans laquelle elle prend place, dans un environnement marqué avant tout par la présence des civils. Et bien que plusieurs chiffres ont été avancés afin de définir ce qui constitue ou non un espace urbanisé, King propose quant à lui un nombre qu'il estime consensuel d'environ 3 000 habitants avec une densité minimale de population de 500 habitants par kilomètre carré. Dans une étude parue en 2004, un ouvrage collectif intitulé « Cities, War and Terrorism Towards an Urban Geopolitics », la politologue Alice Hills mettait quant à elle l'accent sur la complexité des opérations en milieu urbain. Elle soulignait notamment que la guerre urbaine est probablement la forme de combat qui se rapproche le plus de la guerre pré-industrielle. Elle exige des armées modernes comme des armées anciennes de s'adapter à un environnement façonné par la main de l'homme et qui interagit également avec les troupes engagées sur le terrain des opérations. La ville, en d'autres mots, n'est pas un terrain d'action neutre. La présence des non-combattants caractérise également l'environnement de la bataille. Comme le résumait Alice Hills, et je cite cette dernière, « Urban operations take place with, against, and by means of civilians. » Les combats ont lieu avec, contre ou au moyen des civils. La guerre urbaine présente également un degré de difficulté additionnel pour les stratèges puisqu'elle prend place dans un environnement bâti, construit, qui offre une multitude d'opportunités pour les défenseurs, qui peuvent y trouver refuge et tendre des embuscades aux assiégeants. Cet environnement, plus particulièrement, réduit le champ de vision à quelques mètres, rend les communications entre unités de l'armée difficiles, limite la mobilité des troupes dans l'espace et restreint la portée des armes. De ce fait, la guerre urbaine nécessite la mobilisation d'un nombre important de combattants. Elle est coûteuse en vie humaine, tant pour les armées engagées sur le champ de bataille que pour les populations civiles, qui sont les premières victimes collatérales des combats environnants. L'exemple du long siège de Stalingrad mené par les troupes allemandes du maréchal Paulus de juillet 1942 à février 1943, avec ces intenses combats qui ont coûté la vie à plus de 1,1 million de soldats soviétiques,
sans compter les pertes allemandes considérables et les dizaines de milliers de victimes civiles, en est un cas de figure frappant. Plus près de nous dans le temps, le siège, puis la bataille de Grozny, qui s'est déroulée durant la première guerre de Tchétchénie du mois de décembre 1994 au mois de mars 1995, a coûté la vie à près de 30 000 personnes et mené au déplacement de plus de 300 000 Tchétchènes. L'ancienne armée de l'Union soviétique, forte de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, avait ainsi évalué le ratio à 10:1 en faveur des défenseurs dans le contexte des combats urbains. En contexte urbain, et c'est le dernier point de cette diapositive, en contexte urbain, une petite troupe possédant une meilleure connaissance de la topographie de la ville peut réussir à tenir en échec une armée beaucoup plus nombreuse, mieux équipée, en s'appuyant sur les avantages que lui procure évidemment l'environnement bâti. Ainsi, lors du siège de Platée de 431 avant notre ère, Thucydide relate que des femmes et des esclaves se seraient postés sur les toits de la cité, d'où ils firent pleuvoir pierres et tuiles sur les têtes des soldats thébains qui avaient réussi à s'immiscer à l'intérieur des murs de la cité à la faveur de la trahison d'un petit nombre de citoyens. C'est l'exemple numéro 1 sur l'exemplier la citation numéro 1 sur l'exemplier qui vous a été distribué. Surtout, dans le cas de la contre-offensive des Platéens, c'est leur connaissance, empeiria en grec, leur péritie en français, leur connaissance, leur expérience de la géographie urbaine qui les avantagea par rapport aux envahisseurs thébains qui, de nuit, et devant essuyer des attaques venant autant des maisons environnantes que des soldats platéens, les attaquant de front dans les rues, durent reculer. Et je cite le passage de Thucydide. « 2 ou 3 fois, ils, les Thébains, les refoulèrent. Mais comme bientôt, dans un tumulte terrible, les ennemis les attaquaient, soutenus par les femmes et les esclaves qui, depuis les maisons, poussaient des cris et des hurlements tout en leur jetant des pierres et des tuiles, et qu'avec cela, il s'était mis à tomber une forte pluie pendant toute la nuit, ils cédèrent, les soldats thébains, à la panique. Ils firent demi-tour et puirent la fuite à travers la ville, manquant eux-mêmes en général, dans l'obscurité et la boue, de toute expérience, empeiria, des chemins pour trouver leur salut. L'affaire se plaçait à la fin du mois et poursuivie par des gens qui n'en manquaient pas pour les empêcher d'échapper. Pour compléter cette typologie de la guerre en milieu urbain esquissée à grands traits, il nous faut enfin insister sur le caractère hautement anxiogène de cette forme de combat, conséquence directe des caractéristiques que nous venons de mettre en lumière. Des entretiens menés aux États-Unis auprès de vétérans ayant servi lors des conflits qui ont marqué les dernières décennies, de la guerre du Vietnam à l'invasion de Panama survenue en 1989, mettent en lumière la nature particulière des combats dans les villes. Et j'ai isolé pour vous quelques extraits d'entretien qui me semblent assez parlants. Un ancien colonel de l'armée américaine ayant servi lors de l'opération menée au Panama à la fin des années 80 relatait ainsi les difficultés posées par la guerre urbaine à ses yeux. Et j'ai effectué une traduction libre de cet extrait d'entretien. Donc, le colonel affirme ceci. « Les zones urbaines présentent de nombreux dangers qui n'existent normalement pas en terrain découvert. La présence de non-combattants, la proximité de l'ennemi, les voies de sortie et d'entrée cachées, la possibilité de sabotage. Le vrai problème est qu'à chaque coin de rue, une difficulté cachée, ennemie ou autre, peut exister. Il n'y a que peu ou pas de répit. Les inconnus ne font qu'accroître le stress de tous les soldats. Sur un terrain dégagé, on peut généralement voir beaucoup plus de choses que sur un terrain urbain. Il y a simplement un sentiment d'incertitude dans les zones urbaines qui n'existe pas en terrain ouvert. Dans les zones urbaines, vous ne pouvez pas voir au-delà du mur suivant. C'est certainement plus stressant. Ainsi, les difficultés posées par l'environnement urbain sont à même de provoquer la fatigue des troupes, accentuer le stress ressenti par les soldats, comme le relatait un autre vétéran ayant quant à lui participé à la bataille de Hue en 1968, et je le cite brièvement. L'environnement restreint, le bruit ou le vacarme des combats urbains intenses, l'effet des débris qui causent de nombreuses, voire la plupart des pertes, et la proximité de l'adversaire, généralement dans un rayon de 35 mètres, qui conduit souvent à des combats au corps à corps, sont autant d'éléments qui rendent les journées et les nuits stressantes.
Citons enfin un dernier témoignage, celui d'un ancien soldat ayant quant à lui combattu au Liban et en Somalie, notamment lors de la bataille de Mogadiscio en 1993, et qui soulignait également le caractère anxiogène de ces affrontements, et je le cite, « C'était mentalement épuisant de scanner, donc de regarder les zones de combat et d'être sur le qui-vive parce que vous êtes vulnérable. Les gens se fondent dans la masse, il n'y a pas d'uniforme distinct. » La cité de Carthage, au milieu du 2e siècle avant notre ère, était un environnement urbain développé, densément peuplé, qui devait poser pour l'armée romaine un défi logistique des plus importants. Les fouilles conduites dans les années 70 et 80 ont bien montré que la métropole punique semble avoir connu une espèce d'âge d'or dans la première moitié du 2e siècle, invalidant l'idée d'un lent déclin de Carthage consécutif à la bataille de Zama de 202. Il est difficile évidemment d'estimer avec certitude la population de la cité à cette époque, bien que Strabon affirme qu'elle avoisinait les 700 000 habitants, ce qui est un chiffre aujourd'hui réfuté par les historiens. Mais se basant sur le nombre de survivants du siège de 146, estimé à quelques 50 000 selon le nombre rapporté par Appien, Brian Warmington estime quant à lui à environ 200 000 habitants la population carthaginoise au 2e siècle, ce qui en fait malgré tout un centre urbain d'une taille assez conséquente pour l'époque. En 147, les troupes romaines effectuent une percée au nord de la ville et font une incursion dans la plaine de Mégara, une zone caractérisée par un habitat de type semi-urbain constituant les faubourgs du noyau central à proprement parler de Carthage. Donc, cette carte-ci va nous être utile. La zone de Mégara, c'est cette zone, cet habitat semi-urbain. Comme dans beaucoup de cités anciennes, les fortifications de la cité enserraient ce qui était la zone des faubourgs du noyau central urbain qui possédait sa propre fortification. Donc, Mégara, c'est cette zone-ci où les Romains font une première incursion en 147. Le cœur de la ville, à proprement parler, disposait de sa propre fortification et est parfois désigné dans les sources du nom de Byrsa, nom qui réfère également à la colline où les combats se sont transportés dans les dernières journées du siège au printemps 146. Donc, Byrsa, sur cette carte ici, élaborée par Serge Lancel, qui a dirigé les fouilles françaises dans les années 70 et 80. Vous avez le monticule de Byrsa, ici au centre du noyau urbain de la cité, qui comprenait un temple, un centre cultuel très important, le temple de la divinité Eshmun. Mais vous avez aussi le noyau urbain à proprement parler, qui est aussi référé au nom de Byrsa, avec le port, évidemment, le port de la cité. Je vais fermer ceci. La colline de Byrsa, donc, où se situe la dernière bataille du long siège de Carthage, la colline de Byrsa, donc, qui est l'actuelle colline Saint-Louis, est un secteur de la ville qui avait été bâti à partir des années 190, comme la céramique retrouvée sur le site a permis de le dater, et qui reflète le dynamisme urbanistique de la Carthage de l'époque. Le lieu de l'ancienne citadelle de Byrsa a subi d'importants travaux de nivellement à l'époque augustéenne, donc plus d'un siècle après les événements, au moment de la fondation par Auguste de la Colonia Iulia Concordia Carthago, qui ont durablement transformé le visage du site et fait disparaître une strate allant jusqu'à 5 mètres au centre même du monticule de matériel archéologique. Le plateau sommital de Byrsa fut arasé. Le temple d'Eshmun, qui était son centre cultuel, et l'escalier monumental qui y conduisait ont disparu, de même que la fortification qui devait enserrer le sommet de la colline et qui en faisait une véritable citadelle, Arx au dire de l'historien Florus. N'y subsiste de l'époque punique que le quartier dit d'Hannibal, le secteur A, et un second habitat adjacent, le secteur B, au sud-ouest, fouillé par les équipes de Serge Lancel et de Jean-Paul Morel depuis les années 70. Donc, vous avez ici la colline de Byrsa avec le plateau sommital qui, on le voit, a été arasé à l'époque augustéenne et les deux habitats d'époque punique du 2e siècle avant notre ère qui ont été fouillés ici par Serge Lancel, ici par
Jean-Paul Morel. Donc, vous avez ici un plan de coupe plus détaillé. En l'état des vestiges et des connaissances, il est assuré que la colline était construite sur une demi-circonférence, jusque dans ses parties hautes, et ce, sur une superficie d'environ 3 hectares. Notez également ceci, on est face à une colline qui avait un dénivelé d'environ 15 degrés, hein, ce qui rend aussi difficile la construction et de ce fait même l'avancée des troupes, comme on le verra. Donc, l'environnement bâti complique l'avancée des troupes sur le terrain, offrant notamment aux défenseurs, je l'ai dit, des points de repli à partir desquels harceler l'ennemi. Végès, dans son Epitoma Rei Militaris, et c'est le deuxième extrait sur l'exemplier que vous avez devant vous, Végès, donc, affirmait que lorsqu'une armée ennemie avait pénétré les murs d'une cité assiégée, ne restait plus aux défenseurs, contraints, et je le cite, par le désespoir, que leur courage, leur virtus. Dans de telles circonstances, avance Végès, le seul recours contre l'envahisseur consiste à gagner les points dominants, hein, loca superiora conscendant, pour écraser de toutes parts l'ennemi engagé dans les quartiers et les rues. Per vicos et plateas undique obruant dimicantes. C'est donc dans un tel contexte que les femmes, souvent invisibilisées dans les récits de guerres anciens, comme l'a récemment montré ma collègue Sophie Hulot, peuvent se révéler être de véritables actrices des combats et non pas les victimes passives de la mise à sac de leur cité. En mars ou avril 146, après avoir pris pied au sud de la cité, dans la zone des 2 ports de Carthage, après avoir pris pied dans le port de la ville, 4000 soldats romains se lancèrent dans la dernière bataille du siège. C'est donc de maison en maison, du haut des toits des habitations de la colline de Byrsa, tout comme dans l'enchevêtrement de ces rues étroites que les combats furent menés, compliquant considérablement l'avancée des troupes de Scipion Émilien, comme en témoigne cet extrait du livre africain. C'est le numéro 3, la citation numéro 3 sur votre exemplier. Je cite Appien. « L'effort de Scipion était dirigé contre Byrsa, la position la plus forte de la ville, Ochirotaton en grec, la position la plus forte, la plus fortifiée de la ville, où la majeure partie de la population avait trouvé refuge. 3 rues y grimpaient en partant de la grande place. » Si je reviens à la carte précédente, les troupes de Scipion prennent pied dans les ports de la cité, d'où ils peuvent par la suite étendre leur champ d'action dans la ville, prennent position de l'agora, prennent possession de l'agora, de la grande place de la cité, d'où 3 rues dont on a encore certains murs qui semblent, des vestiges de murs qui semblent indiquer l'orientation, d'où 3 rues remontaient jusqu'à la colline de Byrsa. Donc, l'effort de Scipion était dirigé contre Byrsa. Je reviens au texte d'Appien. Était dirigé contre Byrsa, la position la plus forte de la ville, où la majeure partie de la population survivante avait trouvé refuge. 3 rues y grimpaient en partant de la grande place, avec partout des immeubles de 6 étages tassés les uns contre les autres. Comme les Romains étaient criblés de traits à partir de ces immeubles, ils s'emparèrent des premiers pour, de là, repousser les ennemis montés sur les édifices voisins. Quand ils s'en étaient rendus maîtres, ils disposaient des poutres et des planches volantes au-dessus des rues et traversaient comme sur des passerelles. Cette guerre se livrait donc en haut sur les toits, mais une autre se déroulait dans les rues contre les adversaires qui se présentaient. 2 autres éléments peuvent menacer ou entraver l'avancée des troupes sur le terrain, la naissance d'incendies causés par les combats et la présence de civils sur le terrain des opérations. Ces derniers éléments sont illustrés de façon saisissante par Appien dans sa description de l'avancée des troupes d'Émilien. Non seulement les soldats romains devaient-ils composer donc avec un environnement de bataille en constante évolution, en raison de nombreux départs d'incendies, mais ils décidèrent également de saper les fondations des habitations qui entravaient leur assaut, ce qui devait représenter un effort logistique considérable et entraîner par le fait même
la perte de nombreuses vies humaines, comme le relate Appien, et c'est la citation numéro 4 de votre exemplier. De ce fait, on eut le spectacle d'autres horreurs. Hétéron kakon, première ligne de la citation. D'autres horreurs, car l'incendie embrasait tous les immeubles et les faisait crouler, tandis que les soldats, au lieu d'ouvrir progressivement des brèches dans les édifices, s'efforçaient de les culbuter en bloc. Le vacarme s'en trouva considérablement amplifié et, avec les pierres, venaient s'écraser au milieu des Romains des masses de cadavres et aussi des vivants. Surtout des vieillards, des enfants ou des femmes qui s'étaient cachés au plus profond des maisons, les uns couverts de blessures, les autres à demi brûlés et poussant des cris affreux. Ayant atteint la colline de Byrsa elle-même, Scipion ordonna que l'on incendie les rues qui menaient à l'acropole et que l'on déblaye par la suite les gravats afin d'ouvrir le passage aux troupes romaines. Les civils carthaginois qui avaient trouvé refuge dans leur demeure furent ainsi pris au piège et nombre périrent, sans doute dans l'incendie de leur foyer. Les malheureux survivants ne furent pas épargnés par la besogne des pionniers romains chargés, dans l'urgence de la bataille, de dégager la voie pour leurs colégionnaires. C'est la citation numéro 5 de votre exemplier. Mais leur martyre ne s'arrêtait pas là, le martyre des civils carthaginois. Car avec des haches, cognées et piques, les pionniers, lithologoi en grec, les pionniers, ceux qui avaient la charge d'enlever les pierres, qui triaient les pierres, déblayaient les décombres pour ouvrir un chemin aux troupes en mouvement. Les uns avec les haches et les cognées, les autres avec le croc de leurs piques, déplaçaient aussi bien les morts que les survivants pour les jeter dans les cavités du sol. Comme s'il se fût agi de madriers ou de pierres, avec le fer de leur outil, ils les traînaient derrière eux ou les faisaient rouler. L'être humain servait de bouche-trou. Ceux que l'on déplaçait ainsi tombaient quelquefois la tête en avant et leurs jambes se dressaient au-dessus du sol, très longtemps agités de mouvements convulsifs. D'autres tombaient sur leurs pieds, au fond des fosses, leur tête seule dépassant le niveau du sol, si bien que les chevaux, passant au galop, leur entaillaient le visage ou le crâne. Donc, même si certains éléments de la description de la ville par Appien ont été invalidés par l'archéologie, notamment le fait que le port de la cité aurait été entouré par une triple muraille, une triple fortification, son œuvre ne s'en appuie pas moins sur l'un des rares témoins oculaires du sac de la ville, Polybe. Comme le relevait Serge Lancel dans son étude sur Carthage, publiée en 92, il serait sans doute exagéré d'adopter une posture hypercritique et de dire que la description dantesque des combats faits par Appien est le fruit de sa seule imagination ou de sa méthode rhétorique. Sa description de l'environnement urbain de la bataille trouve en effet une certaine validation dans les fouilles qui ont été menées à Carthage dans les dernières décennies. Les fouilles qui furent menées par Lancel sur la colline de Byrsa, le secteur A, ou plus communément appelé par les archéologues le quartier d'Hannibal, ont permis de mettre au jour les vestiges d'une habitation d'époque punique, constituée de ce qui devait être d'importants blocs à appartements, des insulae, en quelque sorte, pour employer la terminologie romaine, de même que de boutiques, autant d'éléments qui témoignent bien de la croissance et de la prospérité de la cité dont Appien faisait état et de l'urbanisation de Byrsa au IIe siècle. Vous avez ici, par exemple, le plan de l'habitat punique fouillé par Lancel, les rues qui en ont été dégagées, une reconstitution contemporaine du site proposé par l'architecte Jean-Claude Golvin. Certains logements qui ont été fouillés par les équipes de Lancel devaient en effet posséder plusieurs étages, comme le mentionne le récit d'Appien. Les fouilles ont en effet permis de déduire l'existence d'escaliers de bois menant à des étages supérieurs qui ont cependant disparu dans l'incendie de la cité, mais dont l'existence fut déduite par la présence de morceaux de pavement parmi les décombres au-dessus du niveau des rez-de-chaussée. Au croisement des rues 2 et 3 du secteur A, donc la rue 2 et la rue 3 ici, mieux peut-être représenté sur cette photographie où on voit les escaliers A et B représentés sur le plan établi par Lancel.
Au croisement donc des rues 2 et 3, la présence d'ossements humains sous les blocs déblayés par les pionniers romains, les lithologoïs dont parlait Appien, semble attester des scènes racontées par Appien. Les fouilles conduites dans le secteur B de la colline, sous la supervision de Jean-Paul Morel, ont quant à elles permis de mettre au jour un habitat d'époque punique, présentant un visage différent de la zone A, mais qui n'emporte pas moins les stigmates des derniers jours du siège. Amas d'ossements humains, armes, traces d'incendie, traces de l'aménagement de cuisines de fortune ont été retrouvées sur le site, peut-être aménagées par les habitants qui fuyaient l'avancée des troupes romaines, débris écrasés, etc. Enfin, si l'on n'a pas retrouvé les restes des monceaux de cadavres dont parlait Appien, il est probable, selon Serge Lancel, que la fosse commune d'époque punique, mise au jour à la fin du 19e siècle par le père Alfred Louis Delattre vers 1893, donc cette fouille commune est identifiée ici sur la carte tout près de l'habitation fouillée par Lancel dans les années 70-80. Donc, il est possible que cette fosse commune fouillée par le père Delattre, qui comprenait plusieurs centaines de corps, ait accueilli les dépouilles des victimes des combats, d'autant que des pièces de monnaie découvertes dans la fosse permettent de circonscrire avec assez de précision l'époque où ces cadavres auraient été déposés. La description saisissante des opérations militaires faites par Appien nous amène à nous pencher en dernière partie d'analyse, et ce sera la dernière partie de ma présentation, sur le visage de la guerre lors de la prise de Carthage. Il s'agit d'un concept qui, rappelons-le, a été mis de l'avant par John Keegan, qui fut repris en 2000 par l'historien Philip Sabin dans un article publié dans le Journal of Roman Studies. Tant les difficultés logistiques, l'âpreté des combats dans les rues exiguës, la présence d'incendies, de blessés, de mourants ont dû contribuer à faire de cette bataille une expérience hautement traumatisante, certes pour les civils, mais également pour les soldats engagés dans les opérations. Il nous faut ainsi dire un mot donc de l'environnement sensoriel de la bataille pour tenter, de façon imparfaite évidemment, de saisir au plus près l'expérience vécue par les soldats combattant Carthage. Le champ lexical déployé par Appien, qui reprend certainement en partie des topoi littéraires, de l'Urbs Capta, de la ville prise, est à ce chapitre très éclairant. Et le passage 612 du livre africain illustre parfaitement le procédé de composition d'Appien. C'est le numéro 6 sur votre exemplier. La ville entière était pleine de gémissements et de lamentations, de clameurs et de souffrances de toutes sortes, puisque les hommes étaient tués dans les combats rapprochés et d'autres, encore vivants, étaient précipités du haut des toits et s'abattaient sur le sol, quelques-uns venant même s'embrocher sur le fer des lances dressées ou sur d'autres dards, ou encore sur la pointe des épées. Appien fait ainsi référence aux gémissements, aux lamentations, les mots grecs qu'il emploie, stonos, oimoge, pour l'extrait du passage du livre 128. Il fait également référence aux cris, en grec boé, phone, exemple numéro 4 de votre exemplier. Il fait également référence au vacarme, ktypos, exemple numéro 4 de l'exemplier, par le vacarme provoqué par l'effondrement des habitations de l'acropole de Byrsa incendiée par les troupes d'Émilien, ce qui restitue en quelque sorte un environnement auditif de la bataille qui accentue évidemment le caractère dramatique des scènes dépeintes. À la rumeur assourdissante des combats s'ajoutait la clameur des trompettes de l'armée romaine, puisqu'évidemment les ordres de l'armée romaine étaient transmises par trompette, l'écho des ordres criés qui accentuait, nous dit Appien, le sentiment d'urgence et rendait le soldat frénétique, en grec le mot enthéos. Appien relate que le travail de déblaiement des rues de la colline de Byrsa dura 6 jours. L'extrait ici au tableau, dura 6 jours, durant lesquels, je le cite, les troupes étaient relevées pour leur éviter l'épuisement dû à l'insomnie, à la fatigue, au massacre et à ces spectacles répugnants. J'aimerais insister sur cette dernière observation faite par Appien.
Il est certainement possible de la considérer comme étant le fruit de la méthode de composition de l'historien, certes, mais il nous faut aussi envisager, à mon sens, qu'elle peut réellement traduire l'expérience vécue par les soldats romains. Considérant la dynamique particulière des combats induite par l'environnement bâti, l'étroitesse des rues de Carthage, en moyenne 5 mètres, s'ajoutant aux difficultés de devoir mener l'assaut sur les toits, il est fort probable que l'environnement sensoriel de la bataille ait durement affecté le moral des combattants. Il est probable que le spectacle des combats ait révulsé les soldats romains et que cet élément a certainement dû être pris en compte par les commandants sur le terrain des opérations. Ainsi, nous devons nuancer le portrait du soldat romain que les historiens modernes ont contribué à former. Encore récemment, l'historien William Harris, dans son étude Roman Power, parue en 2016, soulignait à grands traits que le légionnaire romain se distinguait à son époque par sa nature brutale. À ses yeux, il n'était rien d'autre qu'une formidable machine à tuer animée par ce qu'il appelle, et je le cite, « The old Roman appetite for savage violence », l'appétit romain pour la violence sauvage. Un portrait qui ne s'embarrasse pas de nuances. Et je cite Harris à nouveau, « The Roman soldier was a tough fellow, thoroughly inured to slaughter, very commonly a brutal killer and rapist. » Donc, un dur gaillard immunisé au spectacle du massacre, un tueur brutal et un violeur. Or, des historiennes telles que Nathalie Barandon ou ma collègue Sophie Hulot ont récemment démontré en quoi ce portrait du légionnaire romain était sans aucun doute erroné, influencé par le peu d'intérêt que les sources anciennes portaient envers l'humeur des soldats pris individuellement et les conséquences psychologiques de la guerre. L'intérêt croissant des historiens pour l'expérience des civils, des soldats durant les principaux conflits modernes et le champ de recherche récent de la psychologie militaire appliquée au stress post-traumatique nous mène à réfléchir donc aux expériences potentiellement traumatiques vécues par les soldats romains. À ce chapitre, Nathalie Barandon suggérait dans un ouvrage récent, Les massacres de la République romaine, paru en 2018, que certains des épisodes les plus violents des guerres menées par Rome pourraient peut-être s'expliquer par un phénomène dit de décompensation. Dans la fureur des combats, ce phénomène pousserait les soldats à franchir un seuil de violence que leurs inhibitions morales les contraindraient autrement à respecter. Dans bien des cas, les généraux romains semblent avoir eu de la difficulté à contenir les élans de leurs soldats qui, dans l'ivresse de la fin des combats et engagés depuis plusieurs jours dans ce qu'on désigne sous le nom de tunnel de violence, pour employer un concept de la psychiatrie contemporaine, cédaient parfois à leurs pulsions et tuaient et violaient les populations vaincues dans une espèce de moment de catharsis. Après des jours, voire des semaines à subir les affres d'un siège et ses privations, à voir ses co-légionnaires mourir ou être blessés en raison de la résistance des assiégés, après avoir subi l'épreuve de la guerre urbaine, les incendies, les embuscades, avoir entendu les cris des mourants, après tout cela, donc, le moment du pillage peut représenter une espèce de point de bascule durant lequel la violence se déchaîne. Évoquons, à titre d'exemple, un épisode de la Deuxième Guerre punique, où les troupes de Scipion, le premier Africain, ceci dit, le grand-père par adoption de Scipion Émilien, assiégèrent une cité aux côtés de leurs alliés numides. Je n'ai pas l'extrait sur le tableau. Ils ont assiégé une cité d'Afrique du Nord carthaginoise aux côtés de leurs alliés numides. Appien rapporte que les troupes assiégèrent la ville, je le cite, au prix de 1000 souffrances, et qu'une fois que la population s'est rendue avant l'assaut final, les soldats de Scipion se livrèrent au massacre des vaincus, malgré les ordres donnés par leur général. Appien souligne que les soldats agirent puisqu'ils étaient, je cite, « hérités par leurs souffrances passées ». Un demi-siècle plus tard, les Carthaginois s'étaient aussi montrés d'une cruauté certaine, et c'est le dernier extrait au tableau, s'étaient montrés d'une cruauté certaine envers les soldats romains capturés sur le champ de bataille durant le siège de la métropole punique. Voulant répliquer à l'incursion romaine à Mégara, vous vous souvenez, ce sont les faubourgs de la ville dont on a vu le plan tout à l'heure, le général carthaginois Hasdrubal, à ne pas confondre évidemment avec le frère d'Hannibal, fit mettre à mort les prisonniers qu'il détenait dans un spectacle macabre visant à semer l'épouvante dans les rangs ennemis. Je cite, « Au lever du jour, outré de l'attaque lancée jusque dans Mégara, Hasdrubal fit conduire sur les remparts tous les prisonniers romains qu'il détenait. Leurs compatriotes devaient ainsi embrasser du regard ce qui s'accomplissait depuis cet emplacement. Aux uns, il faisait arracher avec des crocs de fer les yeux, la langue, les tendons et les parties génitales. Aux autres,
Il faisait découper la plante des pieds, trancher les doigts, à moins qu'il ne les fît entièrement écorcher avant de les précipiter du haut du rempart, alors que tous étaient encore vivants. Il visait ainsi à créer l'irréparable entre Carthaginois et Romains. Donc le désir de vengeance, évidemment, des camarades envers les camarades tombés au combat, autant que la peur de subir les sévices infligés par l'ennemi, peuvent conduire aux épisodes de massacres bien documentés dans les sources. Il s'agit de phénomènes qui ont aussi été documentés à l'époque contemporaine, durant la Seconde Guerre mondiale, ou notamment lors des massacres de populations civiles durant le conflit au Vietnam, ou très certainement, peut-être le révélera-t-on ces 2 dernières années en Europe de l'Est. J'aimerais conclure sur ces quelques remarques. De toute évidence, la guerre urbaine a changé à plusieurs égards, évidemment, de l'époque hellénistique à nos jours. Il est aujourd'hui difficile, mais pas impossible, de faire le siège d'une grande ville, considérant que les agglomérations urbaines deviennent de plus en plus grandes. Les armées modernes doivent s'adapter en conséquence. L'on ne fait plus le siège d'une ville entière, mais de quartiers au sein de cet espace urbain. En 2022, le siège du complexe sidérurgique de Mariupol a fourni un bon exemple de la façon dont chaque bâtiment au sein d'une ville peut se transformer en forteresse pour ses défenseurs. Que les combats soient livrés autour d'une sidérurgie, sur une agora ancienne ou sur les toits d'une ville telle que Carthage, la guerre urbaine mérite d'être étudiée en elle-même avec ses caractéristiques propres, au-delà de la seule étude de la polyorcétique ancienne de laquelle elle est évidemment inséparable. À bien des égards, j'espère donc avoir montré que la prise de la ville de Carthage et la bataille pour le contrôle de la colline de Byrsa ont exemplifié le caractère, à bien des égards, extrême de cette forme de combat. Merci de votre attention.